Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui samedi 22 août 2026 et notre cher ami, le professeur Steve Hank, est avec nous. Bon retour parmi nous, Steve. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Je voudrais commencer par la guerre économique américaine. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cela. Sous l'administration Obama, puis sous la première administration Trump, et maintenant sous son second mandat. C'est une guerre totale, une guerre économique, une guerre financière. Ils veulent écraser l'économie iranienne et exercer une pression énorme sur l'Iran, alors que le détroit d'Ormuz ne fonctionne pas normalement. Et nous savons qu'il est fermé. Mais à Washington, la perception, comme Scott Bessent l'a dit, c'est qu'ils vont faire s'effondrer l'économie iranienne avec ces nouvelles politiques qu'ils mettent en place. Comment comprenez-vous ce qui se passe et la manière dont les États-Unis ou l'administration Trump envisagent la guerre économique contre l'Iran? Eh bien, je ne pense pas qu'ils le voient très clairement. Et d'ailleurs, la guerre économique est menée contre l'Iran depuis le tout premier jour de la révolution iranienne. Et je peux vous dire qu'avant la guerre récente, de 2008, au moment de la grande crise financière, jusqu'à la fin 2025, l'économie qui a connu la croissance la plus rapide du Golfe en termes de PIB par habitant, c'était laquelle? L'Iran. La seule autre qui était presque exactement au même niveau, c'était l'Arabie saoudite, un peu plus bas. Mais les autres économies, en fait, j'ai indexé ces données et fixé l'indice du PIB à 100 en 2008. Donc vous avez quelque chose qui commence en 2008 à 100 sur l'indice. Et l'indice pour l'Arabie saoudite et l'Iran est monté à environ 115. Les autres sont descendus en dessous de 100. Le Koweït, par exemple, était à environ 65. Donc, pour tous ces pays, la propagande disait que l'Iran était presque à genoux sur le plan économique avant le début de la guerre, en 2026. C'est faux. Ce n'est pas vrai. En réalité, c'était le plus solide. Ou disons plutôt qu'il était plus ou moins à égalité avec l'Arabie saoudite. Techniquement, le chiffre était un peu meilleur que celui de l'Arabie saoudite, mais ils étaient presque au même niveau. Voilà pour un élément de contexte. L'autre élément, c'est que la guerre économique contre l'Iran, ils veulent sans cesse l'intensifier, encore et encore. Et maintenant, ils disent que cette semaine, on va avoir l'annonce du jour J. Ils l'appellent le jour J. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Parlons une minute du jour J, de l'escalade. Ça va faire quoi? On ne connaît pas le plan. On ne connaît pas précisément le plan d'attaque, mais il semble qu'il va punir tous ceux qui commercent avec l'Iran, avec des droits de douane plus élevés, des sanctions, et ainsi de suite. Alors, quels pays vont être touchés par ça? Il y aura la Turquie, d'accord. C'est intéressant, parce que la Turquie est un grand ennemi d'Israël. Le Pakistan sera touché aussi. Est-ce que le Pakistan est un allié d'Israël? Pas à ma connaissance. Le troisième, ce sera l'Irak. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il soit l'allié. Oui, on dirait qu'on a perdu Steve. Steve, vous m'entendez? Oui, on vous a perdu. Je ne vous entends pas. Vous êtes figé là. Si vous m'entendez, faites juste... C'est un problème de connexion Internet. Oui, c'est le problème avec sa connexion Internet. On l'a déjà eu la semaine dernière, il va revenir. Je pense que ce qui est très important en ce moment et sur quoi nous allons nous concentrer, c'est... Laissez-moi juste déplacer ça ici. Oui, il y a un nouveau rapport du Financial Times. Il indique que le Qatar a réduit les budgets des ministères jusqu'à 30% et qu'il a diminué le financement de l'aide à l'étranger d'environ 85%. C'est énorme, 85%. Vous savez, de la manière dont ils avaient cette sorte de fonds en dehors du pays.
Globalement, l'économie du Qatar s'est contractée de 8,6%, si je ne me trompe pas. 8,6%. C'est le problème que l'on voit dans le Golfe Persique, à cause de ces difficultés. Il y a des gens qui disent, vous savez que le détroit n'est pas fermé, qu'il est ouvert, qu'ils font sortir du pétrole sans passer par le détroit, qu'ils utilisent l'oléoduc vers Fujairah, aux Émirats arabes unis, qu'ils vont récupérer ce pétrole et faire sortir cet autre pétrole du détroit d'Ormuz. Cela peut arriver un peu. Mais est-ce que cela va changer toute la situation, toutes les difficultés dans le détroit d'Ormuz? Ce n'est pas une alternative. L'alternative, c'était ce que Donald Trump a évoqué. Il a parlé de la Louisiane, du Texas, et il présentait les alternatives. En gros, il a dit que les États-Unis étaient l'alternative au détroit d'Ormuz. Cela montre que, malgré cet argument selon lequel ils n'ont pas besoin du détroit d'Ormuz, celui-ci reste l'un des passages les plus stratégiques du marché mondial de l'énergie. Et jusqu'à présent, les États-Unis n'ont rien fait à ce sujet. C'est pourquoi l'économie du Qatar est soumise à une pression énorme. Je dirais que le Qatar est l'un des pays de la région les plus affectés par la fermeture du détroit d'Ormuz, parce que sa seule liaison passe par le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas accès aux autres pays. Ils sont pratiquement entourés par les eaux du Golfe Persique. Ils ont donc besoin de cette connexion qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voulais donc me concentrer sur ces questions, parce que une partie de cette guerre économique, de la guerre économique des États-Unis contre l'économie iranienne, c'est de savoir comment ils vont gérer cela. Quelle sera la participation et jusqu'où ces gouvernements voisins de l'Iran, je dirais les pays du Conseil de coopération du Golfe, le Pakistan, la Turquie, ce sont d'ailleurs des pays importants, après tout, coopèrent-ils avec les États-Unis? Dans quelle mesure vont-ils coopérer? Et ce sont des questions majeures. Les pays du Conseil de coopération du Golfe subissent une pression énorme. Même l'Arabie saoudite, avec le cas de Bab el-Mandeb, n'a pas d'autre option. Elle n'a pas de porte de sortie face à ce qui se passe. Sa seule porte de sortie, c'est de conclure un accord dans la région. Des discussions sont en cours. Aujourd'hui, nous avons appris par le président du Parlement iranien que de nombreux pays contactent les Iraniens. Ils discutent en coulisses avec les Iraniens pour régler la question, les difficultés liées au détroit d'Ormuz. Mais l'administration Trump a décidé d'aller à l'encontre de cela. Vous savez, ils ont commencé la guerre. Ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre. Et la guerre en elle-même, mettons cela de côté. Qui a coopéré avec les États-Unis? Qui est resté à l'écart et n'a rien fait? Mais si l'on met cela de côté et qu'on se concentre uniquement sur les conséquences économiques de ce qui s'est passé jusqu'ici, l'un des plus grands perdants de cette guerre, ce sont les pays du CCG, ou plutôt tous les pays du CCG réunis, parce qu'ils n'avaient pas les capacités, ils n'avaient pas accès au marché mondial à cause du détroit d'Ormuz. Depuis le début de la guerre, le Qatar était déjà soumis à une pression énorme. 17% de ses capacités de GNL ont été touchées par des drones et des missiles iraniens, si vous vous en souvenez. Lors d'une escalade pendant la guerre, quand ils ont frappé les installations pétrolières dans le sud de l'Iran, l'Iran a répondu en attaquant les capacités de GNL du Qatar. 17% ont été touchés par cette attaque iranienne. Aujourd'hui, selon un article du Financial Times, il faudra entre 5 et 6 ans pour réparer cela au Qatar. Imaginez que même demain, s'ils m'ouvrent ce détroit, cela ne veut pas dire que le marché mondial va revenir à ce qu'il était avant le début de la guerre. Voilà toute la difficulté pour la région entière. Et l'Arabie saoudite a fait quelque chose de tellement stupide en attaquant le Yémen, l'aéroport international de Sanaa, ce qui a, vous savez, entraîné des représailles du Yémen.
Et puis hier encore, nous avons vu de nouvelles images sortir du Yémen, affirmant qu'ils avaient de nouveau frappé la raffinerie de Jazan. Encore une fois, ce sont des tensions qui montent dans la région. Et on ne voit aucune gestion, aucune compréhension. On ne voit aucune approche globale de ce qui se passe de la part des États-Unis. Et tous ces pays du CCG restent assis à regarder ce qui se passe. Si leur économie souffre, comme cela a été mentionné dans cet article du Financial Times, vont-ils pouvoir régler ce problème? J'en doute, parce que la guerre économique que Donald Trump a choisie, après avoir attaqué l'Iran, il n'a pas pu mener cette attaque avec l'Arabie saoudite, avec la participation de tous ses gouvernements. Ça n'a rien apporté de bon à Donald Trump. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste aujourd'hui? La guerre économique. Mais la guerre économique, cela signifie que tous ces pays doivent coopérer et y participer. Cela signifie qu'ils doivent se ranger du côté des États-Unis, alors même qu'ils souffrent de la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est une double pression sur leur économie, parce que leur coopération avec les États-Unis dans cette guerre économique signifie que l'Iran frapperait de nouveau certaines cibles à l'intérieur de ces pays du CCG. Il n'y a pas de cessez-le-feu, comme on le pensait, entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis ont décidé de ne pas attaquer l'Iran. Même avec ces attaques, nous savons que ces 10 derniers jours, l'Iran a frappé certains pétroliers dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont décidé de ne pas riposter, de ne pas répondre comme avant, coup pour coup. Vous frappez n'importe quel pétrolier. On vous frappera sur votre sol, disait-il aux Iraniens. Cette époque est révolue, d'une certaine manière, parce que les États-Unis, vous savez, manquent de missiles offensifs et défensifs. C'est l'un des problèmes fondamentaux des États-Unis aujourd'hui. Ils n'ont pas les capacités nécessaires dans la région. Ils avaient des HIMARS, le système HIMARS au Koweït, qu'ils ont utilisé lors des dernières attaques, peut-être offensives. Ils ont utilisé ce système, le système HIMARS. Donc l'Iran a répondu. La guerre est donc en train de changer, d'une certaine manière, à cause des chiffres, à cause de la réalité des stocks américains de missiles offensifs et défensifs. C'est ça la réalité. Et alors quoi d'autre? Ça pourrait être l'Iran. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu entre les deux camps, c'est que l'Iran, chaque fois qu'il estimera que l'un de ces pays, ou tous, coopèrent avec les États-Unis, frappera certaines cibles dans ces pays. Et voyons quelle sera la réaction des États-Unis. Vont-ils reprendre la guerre? Vont-ils changer de position et revenir à une logique de représailles réciproques? Ce sont des questions énormes. Mais l'autre problème, c'est qu'aucun des scénarios que j'évoque ne fonctionnerait pour les pays du Conseil de coopération du Golfe, ni ne les aiderait. Aucun. La poursuite de la guerre serait désastreuse pour le Qatar, pour l'Arabie saoudite, pour le Koweït, enfin pour tous ensemble. Les Émirats arabes unis. La pression économique sur l'Iran, c'est la même chose. Voici le professeur Hank qui revient. Oui, désolé, on a eu une grosse coupure. Oui, vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Bon, allons-y. Oui, je me souviens de ce dont nous parlions, les effets économiques de ce qu'on appelle le D-Day Move, à savoir davantage de sanctions contre l'Iran. Et j'ai indiqué que cela va essentiellement se retourner contre ceux qui les imposent, parce que l'Iran est sous sanctions depuis le premier jour de la révolution. J'ai aussi résumé plus tôt que de la grande crise financière jusqu'à la fin de 2025, l'Iran était l'économie la plus performante de toutes les économies du Golfe en termes de croissance du PIB par habitant. Voilà, ça pose le décor.
Depuis le début de la guerre, le 28 février 2026, toutes les autres économies du Golfe ont subi des dégâts considérables, énormes. Et aujourd'hui même, avant de commencer, vous et moi parlions de l'article publié ce week-end dans le Financial Times sur le Qatar et les dégâts qu'il a subis. Vous pouvez peut-être résumer ce dont nous parlions. Je veux dire, les dommages collatéraux causés à d'autres pays par cette guerre de choix menée par les États-Unis contre l'Iran. Oublions l'Iran. Parlons des dommages collatéraux infligés à nos soi-disant alliés. Qu'en est-il du Qatar? Dressez le sombre tableau de ce qui se passe au Qatar. Oui, c'était mentionné dans l'article du Financial Times. Il y est dit que le FMI prévoit une contraction de 8,6% de l'économie qatarienne en 2026, alors qu'ils réduisent, vous savez, le budget de l'État de 30%, les financements à l'étranger de 85%, et que 17% de leur capacité de GNL, touchée par des missiles iraniens, ne sera pas rétablie de sitôt. Il faut quelque chose comme 5 ou 6 ans pour la rétablir, et c'est l'un d'entre eux. Nous avons le cas de l'Arabie saoudite, c'est pareil, avec la poursuite de la guerre au Yémen et leur accès. Ils n'ont pas accès à Bab el-Mandeb, comme vous le savez. Donc, l'idée, c'est que le jour J ne blessera pas seulement les économies du Golfe, encore davantage qu'elles ne le sont déjà. Il jouera aussi en faveur des pays qui commercent avec l'Iran. Et le principal, c'est la Turquie, donc la Turquie sera touchée. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, la Turquie est évidemment un ennemi d'Israël ou l'un des ennemis d'Israël. Ensuite, il y a le Pakistan, un autre pays qui n'est pas très amical envers Israël. Et puis un troisième serait l'Irak, également dans le même cas. Donc ces 3 pays seront touchés. Ou disons-le ainsi, nous ne savons pas comment ils réagiront au jour J, parce que nous ne savons pas exactement ce que sera le jour J. Mais il semble sous-entendu que des droits de douane très sévères seront imposés à tout pays, ou que des sanctions d'une sorte ou d'une autre seront prises contre tout pays qui commerce avec l'Iran. Il faudra donc attendre de voir. Mais ces 3 pays seront tout en haut de la liste, clairement sur le radar des États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis voudraient-ils se battre et causer davantage de dommages à la Turquie, au Pakistan et à l'Irak? Enfin, le Pakistan est censé négocier le rôle d'intermédiaire dans tout accord de paix. Et d'ailleurs, le Pakistan est en grande difficulté financière. En grande difficulté financière. Il est pratiquement maintenu en vie par les Saoudiens. Disons les choses ainsi. Comment comparez-vous la situation actuelle à celle d'avant, vous savez, sous Donald Trump, lors de son premier mandat? Parce que nous avions déjà cette pression économique pendant son premier mandat. Il avait dit qu'il allait détruire l'économie iranienne après s'être retiré du JCPOA en 2017, 2018, et en gros, à mi-mandat, il a commencé à imposer des sanctions économiques ou des sanctions énormes et paralysantes contre l'économie iranienne, comme on les appelait à l'époque. Et aujourd'hui, quand on compare, quand on voit la Chine déclarer « Vous imposez des sanctions », nous ne nous soucions pas des sanctions que vous imposez à l'Iran. Nous n'allons prendre aucune de ces sanctions en considération. La Russie a ses propres problèmes avec les États-Unis. Elle est engagée dans une guerre active et elle est reliée à l'Iran par la mer Caspienne. Donc si l'on met ces 2 pays de côté, quelle pression Donald Trump peut-il exercer sur l'Iran en supposant qu'ils fassent le maximum de ce qu'ils peuvent faire? Honnêtement, je pense que les dommages collatéraux pour les autres pays seront plus importants que les dégâts supplémentaires imposés à l'Iran. Et c'est précisément pour la logique que vous avez expliquée. Les autres pays font déjà l'objet de toutes sortes de sanctions. L'Iran aussi fait l'objet de toutes sortes de sanctions.
Donc, s'ils renforcent encore ces mesures, je ne pense pas que cela nuira beaucoup aux pays qui sont déjà sanctionnés, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il des autres pays, comme la Turquie, le Pakistan, l'Irak, tous les pays du Golfe? Cela leur fera du tort. Et pour remettre les choses dans leur contexte, il faut se rappeler à quel point la situation a continué de changer de manière spectaculaire à mesure que nous avons intensifié ces mesures, à mesure que les États-Unis les ont intensifiées. Nous avons commencé cette guerre de choix du 28 février avec 4 objectifs. Premièrement, un changement de régime. Deuxièmement, arrêter l'enrichissement d'uranium. Troisièmement, éliminer les missiles à longue portée en Iran. Et quatrièmement, stopper, briser l'alliance entre l'Iran, les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Nous n'avons atteint aucun de ces objectifs, d'accord? La première vague d'attaque, c'était une campagne aérienne de 40 jours. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont mis en place un blocus, et le blocus n'a pas marché non plus. Alors ils ont signé le protocole d'accord, qui était un document de capitulation très favorable à l'Iran. Eh bien, ça a volé en éclats dès le premier jour, parce que la partie américaine, les États-Unis et Israël n'ont pas respecté l'accord. Donc ça a échoué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Les objectifs des États-Unis. J'ai rappelé les objectifs initiaux. Nous n'en avons atteint aucun. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Le vice-président Vance a indiqué que le premier objectif était d'ouvrir le détroit. Le détroit d'Ormuz était ouvert avant que nous entrions en guerre. Alors maintenant, nous essayons de le rouvrir. Et il a dit que le deuxième point, c'était un accord nucléaire. Eh bien, l'accord nucléaire, ça n'aurait pas été un problème. Il ne serait même pas sur la table. La première administration Trump n'avait pas jeté aux oubliettes le JCPOA d'Obama. Donc, nous reculons, vous voyez. Nous avions tous ces objectifs. Nous n'en avons atteint aucun. Et maintenant, nous avons 2 objectifs. Premier objectif, ouvrir le détroit. Eh bien, le détroit était ouvert avant que nous commencions la guerre. Donc, nous avons fermé le détroit et maintenant, notre objectif est de l'ouvrir. Le deuxième objectif, c'est d'obtenir un accord nucléaire. Eh bien, lors de sa première administration, Trump a supprimé l'accord sur le nucléaire. Et maintenant, il essaye d'obtenir un accord sur le nucléaire. Où en sommes-nous vis-à-vis de l'Iran? Les rôles se sont inversés. Au départ, nous avions tous ces objectifs et toutes ces exigences quand nous avons lancé cette guerre de choix. Mais l'Iran, lui, n'exigeait rien. Maintenant, il pose toutes sortes de conditions préalables pour avancer. Premièrement, lever les sanctions. Deuxièmement, ouvrir le détroit. Troisièmement, débloquer les avoirs iraniens. Quatrièmement, payer des réparations. Cinquièmement, l'Iran continuera de contrôler le détroit et de percevoir des droits de passage. C'est une exigence des Iraniens. Et sixièmement, retirer toute présence militaire américaine de la région. Et septièmement, permettre que les relations et les alliances entre le Hezbollah, le Hamas et les Houthis existent. C'est donc ce qu'ils exigent avant même de venir à la table des négociations. Voilà à quel point la donne a complètement changé. Et c'est évident, Nima, si on examine simplement ces éléments. Les États-Unis ont subi une défaite catastrophique. Et maintenant, ils veulent y ajouter une nouvelle petite complication, le jour J. Mais souvenez-vous aussi du blocus. Le second blocus est en place. Et ce que l'on sait avec l'histoire des blocus, c'est qu'ils ne fonctionnent pas à moins d'être maintenus pendant très très longtemps. Or, les États-Unis n'ont pas les capacités navales pour faire ça. Comme on le sait, la marine est déjà extrêmement sollicitée. L'Abraham Lincoln, le porte-avions qui était déployé là-bas, est déjà en route pour retourner à San Diego. Et ils ont toutes sortes de problèmes logistiques, parce que les gens oublient que Bahreïn était une base importante. Ils pouvaient aller à Bahreïn pour faire le plein de carburant,
se ravitailler en nourriture, et ainsi de suite. Et les médias occidentaux ne rapportent pas le fait que notre base à Bahreïn a été détruite par l'Iran. Donc, pour accoster, refaire le plein, se ravitailler et tout le reste, la marine doit désormais parcourir de longues distances, et cela prend pas mal de temps. Au lieu de prendre une journée, il faut 5 jours ou une semaine pour accoster. Donc c'est difficile. La marine est déjà extrêmement sollicitée pour mettre en place un blocus. La question c'est, peut-on maintenir un vaste blocus pendant longtemps? Et la réponse est non. Donc ça échouera. Le blocus échouera. Et on en a déjà parlé. Inutile de s'acharner sur un sujet épuisé. L'option du débarquement ne marchera pas non plus. Alors, il continue de proposer ces stratégies perdantes, qui au final produisent quoi? Elles donnent en réalité à l'Iran davantage de pouvoir, davantage de marge de manœuvre, davantage d'atouts. More power, more leverage, more cards. Yeah. Do you think that Donald Trump is somehow feeling that he can Donald Trump estime, d'une certaine manière, qu'il ne peut pas régler la question du détroit d'Ormuz parce qu'il doit accepter l'issue de la guerre. Il vaut donc mieux pour lui poursuivre cette guerre sur le terrain économique, peut-être ensuite, avec quelques mesures de rétorsion de part et d'autre, jusqu'à la fin de son mandat, puis laisser cela au président suivant. and hand it over to the next president? Well, something along those lines is. Eh bien, quelque chose dans ce genre-là est possible. S'il peut mettre en place une façon de réagir à l'Iran qui lui permette toujours de dire qu'il gagne, il le fera. C'est d'ailleurs ce qu'il fait en ce moment. Si vous écoutez l'annonce du jour J, elle ne contenait aucun détail. Mais une chose était claire, il avait gagné la guerre. Et il aime répéter qu'il a détruit l'armée de l'air iranienne, qu'il a coulé tous les navires et détruit la marine iranienne. Il le répète encore et encore. D'accord, c'est vrai. Mais ce n'est pas gagné. C'est son récit. Le récit, c'est « nous avons détruit toutes ces choses et nous avons gagné ». C'est le scénario. Et quand on écoute ces rassemblements, qui sont essentiellement des rassemblements politiques, on a l'impression que les gens qui y vont croient vraiment à tout ça. It looks like the people who go to the rallies actually buy that stuff. It's amazing. Exactly when you watch C'est incroyable. rallies and the people Quand on regarde ces rassemblements et que les gens applaudissent, qu'ils semblent célébrer, ils ne sont pas très informés. C'est le problème que ressent Donald Trump. Je pense que l'une des portes de sortie pour Donald Trump lui-même, c'est que les gens ne connaissent pas très bien ce qui se passe en Asie occidentale. Alors, il peut leur vendre ce qu'il veut à ces gens qui l'ont soutenu ou qui le soutiennent. these people who supported him or who are supporting him. Well, you remember Nima. Eh bien, souvenez-vous, Nima, il ne faut jamais sous-estimer la stupidité du public américain. Je veux dire, la plupart des gens ne savent même pas où se trouve l'Iran. Ils s'en moquent vraiment, vous savez. Sauf quand ça commence à leur faire mal au portefeuille. À la pompe, ils comprennent. Ils doivent faire le plein de leur voiture, et ils savent très bien que ça fait mal. Et vous savez, j'ai fait le plein cette semaine, et ça a vraiment été un choc en voyant le prix. Pour moi, ça change pas vraiment grand-chose, mais c'est beaucoup. Donc la plupart des gens s'en rendent compte. Vous savez très bien quand vous conduisez votre voiture, ce que ça coûte habituellement de faire le plein. Et maintenant vous êtes un peu choqué. Vous devez fouiller dans votre portefeuille et sortir 20 ou 30 $ de plus, en plus de ce que vous payez déjà. Donc ça, c'est une chose. Anyway, so that's one thing, and then there are other things like the big thing this week is Et puis il y a d'autres choses. Le grand sujet de la semaine, c'est le steak haché. Les prix du steak haché ont flambé aux États-Unis et Trump a maintenant annoncé qu'il allait supprimer les droits de douane sur une grande quantité d'importation de bœuf. D'ailleurs, une grande partie vient du Brésil. C'est donc très intéressant parce que les gens ne voient pas le lien. Fortune m'a interrogé à ce sujet hier. Il y a un article là-dessus. Et mon point, c'est que Trump a essentiellement admis
que les droits de douane sur les importations de bœuf sont une taxe sur les consommateurs américains. Et il va supprimer cette taxe pour leur accorder un peu de répit sur le steak haché. Parce que le steak haché, c'est un peu comme l'essence. La plupart des gens en achètent chaque semaine. Et pourquoi ces droits de douane ont-ils été mis en place? So, and why were these tariffs put on? Well, part of the reason was that Eh bien, en partie, parce que Trump se mêle de la politique brésilienne. Il veut que Bolsonaro, le fils de l'ancien président, gagne l'élection. Et il est farouchement opposé à Lula. Donc, chaque fois qu'il peut imposer des droits de douane sur quoi que ce soit venant du Brésil, il le fait, parce que c'est une attaque contre Lula. Mais réfléchissez à l'effet boomerang. En réalité, cela augmente les chances de Lula de gagner l'élection, parce qu'il y a une sorte d'effet de rassemblement autour du drapeau. Encore une fois, c'est comme les sanctions du jour J contre l'Iran. Si vous imposez des droits de douane à un pays comme le Brésil, les Brésiliens réagissent. Ils se rassemblent autour du drapeau. Ils disent « Oh, il nous attaque, il attaque le Brésil, et il attaque notre président ». Et donc cela tend à renforcer la position du président sortant, qui se trouve être Lula. C'est donc une manière contre-productive, it's a counterproductive way of dealing with things. Yeah. The tariffs on Brazil, as Oui. he introduced them Les in droits de douane sur le July Brésil, this year, lorsqu'il les a instaurés en juillet cette année, étaient de 25%. Et cela a exercé énormément de pression sur la société brésilienne, sur l'économie brésilienne. Et toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soutenaient Bolsonaro ici, disent que ce n'est pas comme ça qu'on va traiter avec les États-Unis. Les États-Unis nous frappent tous, ici. Il ne s'agit pas seulement des gens qui soutiennent tel ou tel candidat. Cela veut dire que l'attaque contre l'économie brésilienne touche la vie de tout le monde. Cela ne veut pas dire que c'est toute la difficulté quand on recourt aux droits de douane, aux sanctions. Vous savez, les sanctions et les droits de douane frappent la société. Ils frappent les gens. Ils ne frappent pas le gouvernement. Et les gens le ressentent. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que les difficultés auxquelles ils font face sont dues aux droits de douane, aux sanctions. Ce n'est pas dû à la mauvaise gestion du gouvernement local, vous savez. Local government. Absolutely. So the history of these Absolument. things, by the way, L'histoire de ce type de mesure a d'ailleurs été étudiée. Il existe une abondante littérature universitaire sur le sujet. La conclusion, c'est qu'elles ne fonctionnent tout simplement pas. Elles sont contre-productives. Elles entraînent toutes sortes de dommages collatéraux, toutes sortes d'effets boomerang. Au fond, elles n'atteignent pas le soi-disant objectif qu'elles étaient censées résoudre au départ. Donc voilà où nous en sommes. So at any rate, that's where we're at. Looking at the behavior of Donald Trump, Quand on regarde le comportement de Donald Trump, parce qu'il n'y a pas que le Brésil ou l'Iran, le Canada vient de suspendre les négociations commerciales avec les États-Unis en invoquant des changements de dernière minute inacceptables et injustes, qui remettaient en question la fiabilité de l'accord entre les États-Unis et le Canada. Il n'y a aucun lien entre ce que fait Donald Trump aujourd'hui et ce qu'il évoquait, ce qu'il défendait avant d'être élu aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette influence sur Donald Trump? Where does that come from? That influence on Donald Trump? Well, it's a little bit hard to Eh bien, c'est un peu difficile à dire parce que, encore une fois, il est toujours un peu difficile de comprendre ce qui fait fonctionner Trump. Disons-le comme ça. Et je pense qu'il faut revenir à une chose. L'un de ses mentors était le célèbre avocat Roy Cohn. Et Cohn avait 3 principes. Le premier, c'était attaquer, attaquer, attaquer. Le deuxième, c'était nier, nier, nier. Et le troisième, c'était gagner, gagner. Je gagne, je gagne, je gagne. Et je pense que ça résume assez bien Trump. C'est attaquer, 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 puis nier, nier, nier si quelqu'un lui résiste. Et toujours, je gagne, je gagne, je gagne. Je pense que c'est en gros une grille de lecture à garder en tête. Et d'ailleurs, c'était très explicite chez Roy Cohn.
Ce n'est pas une hypothèse, c'était le modus operandi de Cohn en tant qu'avocat. Et je pense que cela décrit Trump dans une certaine mesure, dans une large mesure en fait. C'est un certain aspect de Trump, disons-le comme ça. Je pense qu'il y a probablement de nombreuses facettes chez Trump, mais celle-ci semble pertinente. That seems to be one that is relevant. Where do you see these all, Où voyez-vous tout cela? Je disais, pendant que vous étiez déconnecté, puis quand vous êtes revenu, que tous les scénarios qui se présentent à nous ne seront pas bénéfiques pour les pays du CCG. Parce que Donald Trump veut qu'il se range de son côté concernant les sanctions, concernant la guerre économique contre l'Iran. Mais d'un autre côté, il souffre déjà, depuis, vous savez, ces 5 ou 6 derniers mois, à cause de la guerre, à cause de ses répercussions, de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a la fermeture de Bab el-Mandeb. Et vous savez, rien de bon ne se passe dans ces pays. Après tout, Donald Trump veut qu'il coopère avec lui. Comment voyez-vous les choses? Il n'y a aucun scénario dans lequel la poursuite de la guerre ne frapperait pas leur économie, vous savez, de la même manière que la guerre économique. Même dans le cadre des négociations, on ne voit pas beaucoup de leviers venir de ces pays pour contraindre les États-Unis à engager une quelconque négociation avec l'Iran. Il n'y a rien pour ces pays. Selon vous, où cela mène-t-il dans le cas des pays du CCG? Et combien de temps faudra-t-il avant que leur économie soit fortement affectée par la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui? Well, point number one is that Eh bien, premier point, ils ont quand même, du moins les Saoudiens, une certaine influence. Et il est assez clair que l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas intensifié ni lancé une nouvelle attaque militaire contre l'Iran, ni mis en œuvre ce scénario économique du jour J, c'est à cause des Saoudiens. Les Saoudiens ont fait clairement comprendre que si les États-Unis intensifiaient sur le plan militaire, la riposte serait impitoyable. Et la riposte iranienne rayerait les Saoudiens de la carte parce qu'ils détruiraient les usines de dessalement. Et sans eau, c'est la fin. C'est donc un aspect important. So that's one aspect that's important. They do have some leverage. That's my point. Ils ont quand même certains leviers. C'est bien ce que je veux dire. Et cela passe principalement par les Saoudiens. Les Émirats arabes unis sont un peu à part. Rappelez-vous, j'ai siégé au Conseil consultatif financier des Émirats arabes unis de 2008 à 2014, donc je connais assez bien le pays. Ils sont un peu à part parce qu'ils sont alignés sur Israël. Et on voit qu'ils ont eux-mêmes lancé d'une certaine manière une sorte de jour J, parce qu'ils ont rompu leurs relations commerciales avec l'Iran. Or, cela va en réalité nuire considérablement aux Émirats arabes unis, car il y avait beaucoup d'activités commerciales entre l'Iran et les Émirats. C'est donc une blessure qu'ils se sont infligée eux-mêmes sous l'impulsion du gouvernement des Émirats arabes unis. Alors, disons que vous posez la question de la situation d'ensemble à l'avenir. Et je pense que les pays du Golfe sont un peu désemparés. Ils cherchent à comprendre comment se détourner des États-Unis et ne plus en dépendre autant. C'est pour ça qu'il y a cet accord entre la Turquie, le Royaume et le Pakistan sur cette question de défense qui reste assez mal définie. Mais ils essaient de trouver une autre formule. Disons-le comme ça. Donc, on ne sait pas à quoi tout cela ressemblera quand la situation, disons, se normalisera ou se stabilisera. Je pense que ces choses prennent du temps avant de se structurer de manière établie, de façon significative. Parce que vous le savez mieux que nous tous, quand les BRICS ont commencé, on disait que sont les BRICS? C'est juste une blague, ils ne font rien. Et vous voyez, à mesure que les choses deviennent plus sérieuses, je dirais même essentiellement avec la guerre en Ukraine. Quand la guerre en Ukraine a commencé,
vous voyez les BRICS devenir plus sérieux. Les gens se rapprochent et cherchent littéralement une solution à ce qui se passe avec le dollar américain, parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. La Russie, qui était déjà sous sanctions avant le début de la guerre, vous voyez des sanctions considérables frapper l'économie russe pour la paralyser. Vous voyez que la Chine a ses propres problèmes avec les États-Unis à propos de Taïwan. La nouvelle guerre en Asie occidentale, c'est la même chose. Et le prochain sommet des BRICS aura lieu en Inde, le mois prochain. Ils vont se réunir. Ils vont discuter de ces questions. Mais personne ne semble prendre la mesure de tout ce qui se passe aux États-Unis. Ils suivent essentiellement la même voie, la même stratégie. Ils s'y enferment davantage et ne se soucient pas de ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant, c'est extrêmement grave pour tous ces pays qui se rassemblent. Eh bien, c'est un point très important. Et encore une fois, le public américain il avance un peu en somnambule vers ça. Ces choses-là évoluent lentement. Et comme vous le dites, les BRICS ont commencé comme une sorte de club, avec des réunions où il se passait rien, beaucoup de discussions, mais pas d'action, en quelque sorte. Et je pense que la position américaine sur la scène internationale et son attitude à l'international, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine ou en Asie, motive et pousse les BRICS à agir. Ils voient les États-Unis soit comme une menace, soit comme une vieille alliance qui a échoué. They view the U.S. as either one thing as a threat or as an old failed alliance. But both of those things they're kind of interrelated. Mais ces deux choses sont en quelque sorte liées. Beaucoup de ces pays des BRICS étaient alignés sur les États-Unis et ils estiment que les alliances qu'ils avaient ont échoué. C'est un aspect. L'autre, c'est que certains pays des BRICS sont directement menacés par les États-Unis, avec des sanctions et des droits de douane. Donc, si c'est la réalité qu'ils perçoivent, ils commencent à se demander, bon, comment peut-on contrer ça? Que peut-on faire pour nous protéger? Et si vous regardez, par exemple, voici un exemple concret. Les BRICS disent depuis un bon moment qu'ils veulent créer un marché organisé des matières premières, comme le Chicago Mercantile Exchange ou quelque chose dans ce genre. Mais dans les faits, ils n'ont rien fait, à part en parler. Donc la question, c'est qu'il faut regarder ce genre de petits éléments pour voir ce qu'ils font réellement, concrètement. Sur beaucoup de sujets liés aux BRICS, le discours est une chose et la réalité est quasiment inexistante. Les marchés de matières premières, c'est un sujet que je suis et ils n'ont pas avancé d'un pouce dans la création d'un marché organisé. Ils ne parviennent même pas à déterminer où ils seraient situés. They can't even figure out where it would be located. One of the main leverages L'un des principaux leviers de l'administration Trump, c'est le système SWIFT. Le système SWIFT est tellement important pour le commerce, pour tout ce qui se passe dans le système des marchés financiers mondiaux. Tout le concept de SWIFT est tellement important. Et les BRICS ont une alternative. Ils l'appellent CIPS. Et ce n'est pas encore grand-chose, vous savez. SWIFT, ça fait tellement d'années qu'ils utilisent SWIFT. Ils le connaissent. Mais CIPS vient tout juste d'arriver et il commence à prendre de l'élan. Je pense que ces deux guerres et ce qui se passe avec les tensions vont faciliter ce nouveau système que la Chine introduit sur le marché mondial. Et comment voyez-vous l'avenir de ces deux systèmes qui s'affrontent, alors que les États-Unis sont en fait favorables à CIPS en imposant davantage de sanctions et en exerçant davantage de pression? Aimons aussi CIPS pour vaincre le système SWIFT. They're fighting on the part of CIPS to defeat SWIFT system. Well, what's happened is the threatening behavior. Ce qui s'est passé,
c'est que le comportement menaçant des États-Unis et l'imposition de sanctions ont en fait créé un système alternatif. Là, la rhétorique correspond, dans une certaine mesure, à la réalité. La mise en place de ce système alternatif a été bien plus lente que ce qu'ils avaient annoncé au départ, mais il arrive et il fonctionne. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait pas avant toutes ces sanctions et tout le reste. Alors, qu'avons-nous gagné avec les sanctions? Nous avons obtenu un concurrent viable et une menace pour SWIFT. C'est toujours cela, examiner. Qu'est-ce qu'il y avait avant SWIFT? Et ensuite, vous imposez quelque chose comme des sanctions. Et après, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé après nous a placés dans une position plus faible qu'avant. Donc là encore, c'est un cas classique de sanctions qui se retournent contre nous, qui ne produisent pas l'effet recherché. Mais personne n'en parle de cette manière. Tous les responsables politiques pensent que les sanctions sont une façon facile de faire la guerre. Pas besoin d'envoyer des navires, des avions, des soldats, des marines ou quoi que ce soit de ce genre. Il suffit d'adopter une réglementation, de demander au département du Trésor, au Trésor américain, de l'appliquer et voilà. C'est facile à faire, ça ne coûte rien, mais en réalité, il y a beaucoup de coûts. Yeah. Maybe in a short run. Peut-être qu'à court terme, cela n'aura pas beaucoup d'influence. Mais à long terme, on voit les énormes changements qui se produisent sur le marché mondial. Il n'y a aucun doute là-dessus. Encore une fois, pour remettre les choses en contexte, si l'on regarde l'utilisation globale des monnaies au cours des 3 dernières années, disons tout confondu, monnaie de réserve, échanges commerciaux, transactions, tout, et qu'on agrège l'ensemble, le dollar américain a en réalité légèrement renforcé sa position par rapport aux autres monnaies. Pas beaucoup, mais un peu. L'euro, lui, a en fait un peu perdu en position. Et celle qui a progressé, c'est le renminbi chinois. La tendance donc, c'est que le roi dollar reste le roi. Alors tous ces discours sur la dédollarisation et tout le reste ne sont pas confirmés par les faits. Voilà, donc un aspect qu'il faut bien comprendre. Mais l'autre aspect, c'est la Chine. Et la Chine, même si elle partait d'un niveau très bas, avec très peu d'utilisation du RMB, a augmenté sa part de manière significative. Elle a pris des parts à l'euro et à beaucoup d'autres monnaies. Alors, elle reste encore peu utilisée, mais elle a une certaine dynamique. Et d'ailleurs, ce qui freine cela, c'est le fait qu'il y a des contrôles des capitaux et des contrôles de change en Chine. D'une certaine façon, ils se sont donc eux-mêmes handicapés par leur intervention. Merci. Oui, juste une autre chose. L'or, bien sûr, a énormément augmenté au cours des 3 dernières années. Donc ça entre aussi en ligne de compte. Tout est en train de changer. Et l'idée que vous et moi allons rester assis ici à dire à tout le monde où tombera finalement le dernier domino de cette transition et à quoi les choses ressembleront, c'est pratiquement impossible. Je veux dire, c'est un jeu de dupes que d'essayer de faire ça. Mais on peut parler des dynamiques à l'œuvre, de ce qui change et de la direction que prennent les choses. Et ce que nous savons, au fond, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui se détournent des États-Unis. Les États-Unis sont désormais vus comme les méchants sur la scène internationale. Parlez aux Canadiens d'ailleurs. Vous avez mentionné hier soir que les Canadiens ont finalement dit « Pas d'accord, on ne va pas accepter ça ». Et l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent le faire d'ailleurs, c'est que désormais, plus de 85% des Canadiens ont une opinion très négative de Trump aux États-Unis. Allez au Brésil, demandez aux Brésiliens. Combien de Brésiliens sont favorables à Trump et aux Américains?
Et je suis certain que ce n'est peut-être pas un effet négatif aussi important qu'au Canada, mais c'est probablement assez considérable. Yeah, Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est donc ce mouvement de réorientation. Et encore une fois, tout cela relève de l'économie, au sens où tout se joue à la marge. Qu'est-ce qui se passe à la marge? On grignote petit à petit certains éléments. Et c'est bien ce qui est en train de se produire. Comme vous l'avez dit, le système suisse, pour y revenir, ainsi que les marchés de capitaux aux États-Unis, dominent totalement le monde. Il n'y a rien d'autre qui soit comparable. Même si l'on observe un léger mouvement marginal d'éloignement, c'est très difficile. On ne peut pas actionner un interrupteur et dire simplement « Oh, on ne traitera plus avec l'Amérique ». Ça n'arrivera pas. Même au sein des BRICS d'ailleurs, le sentiment général peut être négatif envers les États-Unis et à la marge, ils peuvent prendre des mesures qui les en éloignent. Mais dans l'ensemble, l'Empire reste l'Empire. Il reste une puissance hégémonique. Mais nous verrons bien. Vous savez, les hégémons vont et viennent. La Grande-Bretagne a été une puissance hégémonique. La Grande-Bretagne, vous savez, du lever au coucher du soleil, on était dans l'Empire. Et il a disparu. Donc elles peuvent aller et venir. Mais comme vous le soulignez, Nima, le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Et quand les choses commencent à changer, notre attention la plus inquiète devrait se porter sur ces changements marginaux, pour ne pas finir par avancer en somnambule vers, disons, la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous, c'était une marche de somnambule. L'une des guerres les plus brutales et les plus sanglantes de l'histoire du monde, c'était la Première Guerre mondiale. Et c'était une marche de somnambule. Personne ne l'a vraiment vue venir avant qu'elle n'arrive. Disons les choses ainsi, quelques personnes l'ont effectivement vue venir. Et c'est là que nous voulons être. Nous voulons faire partie de ceux qui voient ce qui arrive. Et c'est pour ça que nous devons prêter attention à ces choses. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Exactly. Exactement. Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Great pleasure. Merci. Et veuillez nous excuser pour les problèmes techniques. No Pas de problem. problème. Yeah. Merci. And see you. À bientôt, Steve. Bon week-end. Vous aussi. Salut. Bye.